ravi de vous retrouver et bienvenue dans Questions aux experts. Nous allons aujourd'hui parler de l'obésité, une maladie qui touche de plus en plus de monde en Europe, à tel point que l'OMS parle désormais d'une véritable épidémie. Pour répondre à toutes vos questions sur le sujet, je reçois aujourd'hui avec grand plaisir la professeure Martine Duclos. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Je précise que vous êtes chef du service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand et que vous êtes également présidente de l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. L'OMS vient de classer l'obésité en Europe à un stade épidémique. Est-ce que ça vous surprend ? Non, ce n'est pas surprenant. Ça fait déjà des dizaines d'années que l'OMS nous alerte sur l'augmentation de plus en plus importante de l'obésité. Et d'autant plus qu'en fait, elle croît dans les pays qui sont développés, mais on voit apparaître maintenant l'apparition et le développement exponentiel de l'obésité dans les pays qui sont en voie de développement. L'Inde, la Chine, c'est des pays qui avant avaient un mode de vie qui n'était pas sédentaire et qui maintenant ont un mode de vie totalement occidentalisé, et on voit l'obésité apparaître et exploser à des taux qui sont aussi importants que dans nos pays européens et occidentaux. Combien est-ce qu'il y a de personnes en France qui souffrent d'obésité ? Alors, il y a 17% des adultes qui sont obèses, mais il y a 30% de la population qui est en surpoids. Donc, si on prend la somme des deux étant des facteurs de risque, en gros, il y a un Français sur deux qui est en surpoids ou obèse. Est-ce que ce sont des chiffres en augmentation ? Oui, ça continue à augmenter. Alors, le surpoids est relativement stable, mais l'obésité continue à augmenter. Sur 8 ans, l'obésité a encore augmenté par rapport... En fait, il y a OBEPI qui suit l'obésité en France, et en 8 ans, eh bien, le nombre a encore augmenté de 2%. Donc, on voit vraiment la croissance augmenter. Et par rapport à 1975, l'obésité a été multipliée par 2. Donc, c'est vraiment des chiffres qui sont extrêmement inquiétants parce qu'on n'arrive pas à freiner cette progression. Et à la fois chez les adultes, mais c'est la même chose chez les enfants. Et on sait que les enfants, c'est des futurs adultes obèses. On y reviendra tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi l'obésité est dangereuse pour la santé ? Alors, premièrement, parce que c'est un risque très élevé et bien démontré de développer des maladies chroniques auxquelles on est exposé. Donc, c'est un risque de développer entre 11 à 18 cancers, parmi les plus fréquents. Donc, risque de cancer, risque de diabète de type 2, risque de maladies cardiovasculaires. Et ceci d'autant plus que l'obésité est plus importante. Et ces risques commencent à partir du surpoids. Donc, dès qu'on est en surpoids, on a ces risques-là. Et puis, plus le niveau d'obésité augmente, plus ces risques sont élevés. Donc, maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, pathologies respiratoires, en particulier les fameuses apnées du sommeil, puisqu'on découvre maintenant aussi, c'est les pathologies hépatiques avec ce foie gras, ce qu'on appelle la stéatose hépatique, mais dont on sait que ça peut conduire à la cirrhose hépatique et au cancer du foie. Donc des tas de maladies qui font qu'in fine, ces gens-là ont à la fois une espérance de vie qui est diminuée, et puis surtout une espérance de vie en bonne santé et une qualité de vie qui va être diminuée, plus le mal-être psychologique, le risque de dépression. J'ai reçu une première question de Louise sur Instagram à propos du surpoids, justement. J'ai 10 kilos de trop selon mon médecin. Est-ce que je suis en danger ? Alors, 10 kilos comme ça, moi, ça ne me dit pas grand-chose quand je n'ai pas la taille. Enfin, néanmoins, 10 kilos de trop, ça veut dire qu'il y en a trop. Donc oui, il y a des risques, les risques que je viens d'exposer, qui sont proportionnels à l'excès de poids par rapport à la taille. Donc effectivement, il faut prendre ça en considération. Il y a un deuxième élément à prendre en compte, c'est en plus de la quantité de savoir où est localisé l'excès de poids. Donc, en plus de l'indice de masse corporelle qui permet de quantifier l'importance de l'obésité, il faut le tour de taille. C'est-à-dire, souvent, le médecin, normalement, mesure la distance qu'il y a autour du nombril. Et c'est votre tour de taille. Et plus il est augmenté, plus ça veut dire que la graisse est en intra-abdominal. Et plus les risques de diabète et de maladies cardiovasculaires sont importants. Autre question de Nicolas qui m'a contacté sur Twitter. À partir de quand est-on obèse ? Alors, je vais dire à partir de quand on est en surpoids. Donc, vous prenez votre poids que vous divisez par la taille au carré. Donc, taille multipliée par la taille. Donc, poids divisé par taille multiplié par taille. Quand c'est supérieur à 25, on est en surpoids. Quand c'est supérieur à 30, on est obèse. Et on définit des obésités morbides quand il commence à y avoir des complications liées à l'obésité, et on définit des obésités massives quand c'est supérieur à 40. On va passer aux solutions qui s'offrent aujourd'hui aux personnes obèses pour en sortir, parce qu'il y en a. Hein. Heureusement. Heureusement. Est-ce qu'un régime alimentaire peut être efficace ? C'est pas peu, il est efficace. Alors,
pas n'importe lequel. C'est-à-dire, le régime est efficace à partir du moment où il est prescrit par un médecin ou un nutritionniste ou un diététicien. C'est-à-dire, c'est un régime qui est restrictif, mais modérément restrictif. C'est-à-dire que ça va permettre une perte de poids progressive, généralement sur plusieurs mois, proportionnelle à la quantité de kilos qu'on a à perdre. Donc, la restriction, c'est une différence à peu près de 500 calories, 500 à 800 calories par rapport à ce qu'on mange actuellement. Donc en gros, si vous apportez 3000 kilocalories, le régime va vous apporter à peu près 2000 calories. Si vous mangez 2500 calories, vous allez passer à 1800 calories. Mais hors de question de passer à 500 calories ou de perdre 15 kilos en 15 jours. Parce que si vous perdez 15 kilos en 15 jours, voilà, pendant 15 jours, vous n'allez rien manger, hein. Vous allez tenir ça à peu près 15 jours et après, eh bien, vous allez remanger normalement et puis ce n'est pas 15 kilos que vous allez reprendre, c'est 20 kilos. Et là, vous allez faire le yo-yo. Et le yo-yo, c'est ce qu'il y a de pire, c'est le meilleur moyen pour devenir obèse. Et surtout pour après ne plus jamais reprendre de jamais pouvoir reperdre de poids. Donc, je résume, le régime marche à partir du moment où il est moyennement restrictif, où il y a une perte de poids progressive. Il y a ensuite une modification, une fois qu'on a perdu son poids, on remonte progressivement son apport alimentaire pour maintenir sa perte de poids. Mais à aucun moment, une fois qu'on aura obtenu le poids que l'on voulait, on ne remangera comme on mangeait avant. C'est-à-dire on mangera de façon équilibrée et pas n'importe quoi. Il y a un régime qui est très à la mode, c'est le jeûne intermittent. Ah oui. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que ça sert absolument à rien. Alors typiquement, c'est le 16-8, hein, c'est-à-dire qu'on mange pendant 8 heures, enfin, on fait les 3 repas sur 8 heures, et les 16 heures d'après, on jeûne. Et là, il y a un gros papier, enfin un papier important qui est sorti dans le Lancet, qui pour nous est un des journaux les plus impactants et les plus importants sur le plan scientifique, qui a montré que chez les sujets obèses, en faisant un régime normalement restrictif versus un régime restrictif plus en jeûne intermittent, donc théoriquement, ça devrait être plus efficace. Il y a suivi sur 2 ans, aucune différence. Donc, de toute façon, enfin, le jeûne, dans l'idée, ça peut être intéressant, mais en fait, ça n'a aucun effet. Autre question de Françoise. Je souffre d'obésité. Est-ce que faire du sport peut m'aider à perdre du poids? Alors, faire du sport peut aider à perdre du poids, mais dans l'idée que, de 2 façons. Le sport en lui-même ne fait pas perdre de poids parce que, si vous voulez, 1 kilo de graisse, c'est 7000 kilocalories. En gros, quand vous allez faire une demi-heure de marche ou 1 heure en salle de sport, vous allez perdre entre 200 et 400 kilocalories. Donc 400 kilocalories pour en perdre 8000 ou 7000, vous imaginez le nombre d'heures qu'il faudrait faire pour perdre ces 8000 calories. Et généralement, ce n'est pas 1 kilo qu'on a à perdre, c'est peut-être 5-10. Donc c'est 80 000 kilocalories divisé par 400. On ferait des heures et des heures sans manger. Donc seul le régime hypocalorique, sur plusieurs semaines à mois, vous permet de perdre du poids. Le rôle de l'activité physique est très important. Premièrement, parce qu'après une séance d'activité physique, et surtout quand elles sont répétées, vous allez mieux réguler votre envie de manger et votre satiété. En gros, vous aurez moins faim et vous aurez plus vite la sensation de satiété, c'est-à-dire quand vous aurez mangé, très vite, vous aurez la sensation de ne plus avoir faim. Première chose. La deuxième chose, c'est quand on fait un régime, malheureusement, même quand il est bien fait, bien équilibré, vous perdez 2/3 de graisse et 1/3 de muscle. Et le muscle, c'est ce qui va consommer votre graisse, vos sucres, et c'est surtout ce qui conditionne votre dépense énergétique de repos. Donc si vous perdez de la masse musculaire, votre dépense énergétique de repos diminue. Et c'est, comme on fait très peu d'activité physique, c'est les 2/3 de notre dépense énergétique des 24 heures, voire 85%. Donc ce qui explique que quand les gens font qu'un régime seul, peu à peu, pour stabiliser leur poids ou continuer à perdre du poids, ils sont obligés de manger encore moins. Parfois, ce n'est pas évident. Donc, l'intérêt de l'activité physique, c'est que ça va permettre de maintenir la masse musculaire, donc la dépense énergétique de repos, voire augmenter un peu sa dépense énergétique, mieux réguler sa sensation de faim, consommer du sucre et des graisses, et apprendre à utiliser ces graisses à des fins énergétiques, et puis améliorer tous ces facteurs de risque cardiovasculaire, plus une sensation de plaisir, il ne faut pas oublier, ça diminue l'anxiété, ça diminue le stress, et surtout, c'est le meilleur facteur pronostic de maintien de la perte de poids à long terme. Donc en gros, oui, allez-y. Alors, on voit beaucoup d'études passées qui démontrent qu'il y a certains médicaments qui seraient efficaces pour lutter contre l'obésité. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a effectivement des pilules qui seraient efficaces dans ces cas-là, actuellement sur le marché ou à venir?
Alors, actuellement, il n'y a aucun médicament miracle. Il y a des médicaments qui peuvent être aidés, c'est ce qu'on appelle les inhibiteurs des lipases intestinales. Donc, en fait, c'est leur Listar, par exemple. C'est ces médicaments qui empêchent l'absorption des graisses intestinales. En gros, de façon synthétique, ça fait perdre 2 à 3 kilos, mais avec des effets secondaires énormes. Hein. Vous avez des fuites de graisse, vous avez des flatulences, des fuites de graisse dans vos slips. C'est quand même pas très agréable. Et puis c'est 2-3 kilos, hein. Donc c'est pas ça quand vous avez 15-20 kilos à perdre. Donc en résumé, la seule chose qui marche vraiment, c'est le régime. Ça, il faut pas... Alors toutes les pilules, dites-vous bien que s'il y avait un médicament, le jour où il y aura un médicament qui marche, il n'y aura plus une seule personne en surpoids ou obèse dans le monde, ou en France. Donc voilà, ne rêvez pas, toutes ces publicités avec la pilule machin, le régime jaune, vert, chou, non. La seule chose qui marche, c'est le régime bien équilibré avec une perte de poids régulière. Qu'est-ce que vous pensez des cures détox qui sont très souvent proposées par les pharmaciens, notamment quand l'été arrive ? Ça ne sert strictement à rien. L'idée, c'est de dire que ces cures détox, c'est de dire que, l'organisme n'est pas capable de se détoxifier. Or, on a un foie, c'est son rôle principal, la détoxification. On a aussi un rein qui élimine tout ça, et on a un tube digestif qui élimine tout ça. Donc, les gens qui ont un foie, 2 reins et un côlon, ça marche parfaitement. Hein. Donc les cures détox, non, il suffit de boire régulièrement et de consommer et d'avoir une alimentation équilibrée, plus de faire de l'activité physique. Alors des fois, c'est parce que les gens, soit ils boivent pas assez, donc là ils vont s'avaler un truc d'1,5 litre, 2 litres, au moins ça les fait boire, aller aux toilettes, donc ça c'est très bien, mais on peut le faire sans dépenser de l'argent, ou d'aller aux toilettes, parce qu'ils sont constipés. Le meilleur moyen pour éviter d'être constipé, c'est avoir sa ration en fruits et en légumes. Et marcher régulièrement, vous allez voir que ça active très très bien le tube digestif sans dépenser de l'argent. Il y a autre chose qui est extrêmement promue, vendue sur les réseaux sociaux par les influenceurs, c'est les thés laxatifs. Ça, pareil, ça sert à rien. Même combat. Vous pouvez faire la même chose en buvant un thé normal, ou aller marcher, ou thé laxatif. Mais c'est pareil, vous avez un côlon. Le côlon, il est stimulé quand vous avez des fibres dans votre alimentation. Et si en plus vous faites de l'activité physique, essayez d'aller marcher 15 minutes à bon rythme quand vous avez mangé, vous assurez que ça vous stimule bien le tube digestif. Il existe un autre moyen, plus radical pour sortir de l'obésité, c'est de se faire opérer. Ah oui. Quelles sont les opérations possibles ? Alors, les opérations, c'est donc ce qu'on appelle la réduction du volume digestif, c'est la chirurgie bariatrique. Donc, actuellement, il y a 2 interventions qui restent. C'est la sleeve gastrectomie, c'est-à-dire l'estomac, il est comme ça, et on le réduit de façon à ce que ça ressemble un peu à une manche. Donc en fait, très vite, l'estomac, on a la sensation de satiété parce que le volume est beaucoup plus petit. Donc ça, c'est la première indication et ça marche bien. Et quand ça suffit pas, on fait ce qu'on appelle le bypass, c'est-à-dire le court-circuit carrément de l'estomac, et on relie pratiquement l'ésophage à l'intestin. Donc là, il n'y a pratiquement plus de poche gastrique, donc il y a une malabsorption, et par ce biais-là, effectivement, les gens ont très très vite la satiété parce qu'il n'y a plus de poche gastrique. Et surtout, ça passe directement dans l'intestin grêle. Alors ça, c'est vraiment en 2e indication. Et attention, on n'opère pas les gens comme ça. L'indication de la chirurgie bariatrique, c'est d'abord les obésités morbides, donc où il y a des complications. Et ensuite, que les gens aient fait la preuve qu'ils ont fait un régime, que le régime n'a pas suffi, et de l'activité physique. Parce que d'abord, c'est une chirurgie lourde, les gens doivent être suivis, ils ont une malabsorption, ils doivent prendre des vitamines toute leur vie, ils ont une ostéoporose, avec un risque de fracture qui est multiplié par un facteur 10 à 50. Donc c'est pas quelque chose qui est fortuit ni anodin. Donc il y a vraiment des indications particulières. Il ne faut pas non plus que les gens aient des troubles psychologiques, parce que c'est vrai que ça marche, les gens peuvent perdre 20 à 50 kilos, mais pour certains, ils se sont toujours vus avec un corps très rond, voire un corps d'obèse, et certains ne supportent pas cette image, ou au contraire ont imaginé que d'avoir un corps mince, ça gérerait tous leurs problèmes, et ils se rendent compte qu'ils ont toujours les mêmes problèmes, ils sont toujours déprimés avec un corps qui est redevenu mince, et ça ne solutionne pas leurs problèmes, ça peut conduire parfois aussi à des troubles dépressifs graves. Est-ce que ces solutions, c'est des garanties de perdre du poids durablement, ou est-ce qu'il y a des échecs aussi ? Il y a des échecs, oui. Des gens qui vont reprendre du poids. Alors, il y a 2 choses. Bon, dans la plupart des cas, majorité des cas, ça marche très bien.
à condition que l'indication ait été bonne, que les gens aient été suivis, qu'on les ait éduqués aussi, parce qu'après on ne mange plus du tout pareil, et savoir qu'on n'aura pas une vie sociale comme tout le monde. Les repas sont tout petits, que les gens prennent des vitamines et donc soient suivis. Mais il y a des échecs, et les échecs sont souvent de deux ordres. Bon, les gens qui vont s'adapter à prendre des tout petits repas, et résultat, ils vont manger très très souvent, mais des tout petits repas, donc ils vont reprendre du poids. Et la deuxième cause d'échec aussi, c'est souvent des gens qui avaient des obésités anciennes, et le tissu adipeux est devenu très fibreux, c'est-à-dire les adipocytes, qui sont les cellules de graisse, sont enlacés dans de la fibrose. Et donc, en fait, c'est un peu comme s'ils étaient emprisonnés un peu dans des structures très rigides, ce qui fait que ces adipocytes, ils sont asphyxiés, très inflammatoires, et ils n'ont pas accès, ils ne peuvent pas libérer leur contenu. Donc vous avez beau, si vous voulez, être en restriction énergétique, ces adipocytes, ils sont complètement rigides et ils ne peuvent pas libérer, donc les gens ne maigrissent pas. Et puis il y a des fois des problèmes avec la chirurgie aussi. Autre question de Jean, ma fille de 5 ans est en surpoids. Risque-t-elle de devenir obèse ? Alors on sait que 5 ans, c'est le moment du rebond d'adiposité, donc c'est là où les enfants ont une reprise de poids, et on sait que si y a une prise de poids à ce moment-là, alors c'est des enfants qui ont un risque très élevé d'être obèses à l'âge adulte. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, pendant l'enfance, c'est le seul moment de la vie où on multiplie son nombre d'adipocytes. Donc en fait, c'est des enfants qui vont arriver dans la vie adulte avec plus de cellules graisseuses, alors que si on a une obésité pendant la vie adulte, on n'augmente pas son nombre de cellules graisseuses, mais par contre, elle s'hypertrophie. Et si vous partez avec beaucoup plus de cellules graisseuses, vous imaginez bien, vous avez plus de zones de stockage, donc vous risquez beaucoup plus d'être encore plus obèse si vous continuez à avoir un excès de poids. Et puis, évidemment, les enfants vont se développer avec un poids, avec une image de rondeur. Et donc là, effectivement, l'enfant, vraiment, un enfant obèse, dans 90 et 95%, deviendra un adulte obèse. Avec en plus toutes les complications de l'obésité à l'âge adulte, sauf que lui, il commencera très tôt. Et on sait qu'un enfant obèse a déjà des complications cardiovasculaires et métaboliques. Alors, Jean m'expliquait aussi dans son message qu'il était extrêmement désemparé face à la situation. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que parent quand on est confronté comme ça à un surpoids infantile ? Il faut consulter un médecin nutritionniste. Alors, sachant que les enfants, on ne les met pas au régime. On ne parle pas de régime chez les enfants, on ne les met pas en régime restrictif. Par contre, c'est réintroduire une alimentation équilibrée, avec 3 repas par jour, parce que c'est souvent des enfants qui n'ont pas de repas structurés, qui n'ont donc plus du tout la notion de la faim. C'est plutôt je mange en permanence, donc il faut vraiment réintroduire la notion de la faim, donc 3 repas par jour, voire des collations et de l'activité physique régulière. Et puis souvent, effectivement, alors, aussi impliquer tout l'entourage, la famille, que la famille mange comme l'enfant, la fratrie, etc. C'est important de ne pas laisser filer. Ah, surtout pas, parce que là, il en a pour toute sa vie. Alors, on vient d'exposer les solutions, on va dire, micro, c'est-à-dire à l'échelle des individus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de l'obésité ? Est-ce qu'il y aurait aussi, selon vous, des choses, on va dire, des réformes plus sociétales à mettre en place en France pour essayer d'enrayer cette épidémie d'obésité qu'on n'arrive pas pour le moment à stopper ? Alors, la France est quand même pas mal avancée, mais oui, évidemment, il y a des... Alors, première chose, c'est repérage systématique des enfants et des adolescents. Ça devrait être fait systématiquement. On repère, et dès qu'on repère, il y a une action. Et les actions proposées, eh bien, il y a des études qui ont été faites, il y en a qui sont faites en région, et quand il y a un enfant où ça marche bien, c'est surtout pas prendre l'enfant isolément, c'est travailler à l'échelle de la famille. C'est-à-dire, on s'occupe de l'enfant, on explique à l'enfant ce que c'est que l'obésité, ce que c'est que l'alimentation, l'activité physique, mais on fait aussi une éducation de la famille, de la fratrie et de tout l'entourage. Et on met en place des actions d'activité physique, de nutrition, dans la famille et l'entourage, et toute la famille est prise en charge, et tout l'entourage est pris en charge. Il y a par exemple dans la région de Clermont-Ferrand et Rhône-Alpes, c'est mis en place par le professeur Boiry, ce qu'on appelle Proxob, et ça marche très très bien. C'est vraiment toute la famille qui doit être prise en charge. Il y a aussi ce qui a été mis, c'est l'étude ICAPS qui avait été mise en place il y a déjà une dizaine d'années sur la région, dans la région du Rhin. Et là, c'est pareil, c'était à l'école, c'était chez des adolescents. Donc là, c'est difficile, les adolescents, de leur expliquer. C'est une période un peu réfractaire à tout. Et c'est pareil, c'était un dépistage. C'était dans les écoles, les adolescents. Donc il y avait une école, il y avait beaucoup d'écoles. Je crois que c'était
oui, 900 élèves, je crois. Et il y avait école contrôle, où il n'y avait que des conseils, puis des écoles intervention. Et dans ces écoles, on s'occupait des adolescents, on leur expliquait à quoi servait l'activité physique, la nutrition. On travaillait un petit peu sur la motivation. Et puis, il y avait des interventions qui étaient proposées aux adolescents pour leur permettre de faire de l'activité physique le midi, en dehors de l'école et pendant les week-ends, avec plein de choses qui étaient proposées. Et puis aussi, on travaillait sur la famille et les entourants pour proposer l'activité physique. Et ça a été mis en place pendant 4 ans. Et par rapport aux écoles contrôle, qui n'avaient que des conseils, et bien ces adolescents, en fait, ils faisaient 66 minutes d'activité physique en plus par semaine, ce qui est énorme, parce que les adolescents, en termes d'activité physique, ils sont, je dirais, dans les chaussettes, malheureusement. Et surtout, en termes d'obésité, les écoles contrôle, il y avait 10% d'obésité, alors que les écoles qui avaient eu de l'activité physique, enfin ce programme ICAPS, l'obésité, c'était à moins de 5%. Et 2 ans après la fin de l'intervention, les résultats étaient encore bons dans l'école qui avait eu l'intervention. Donc vous voyez, c'est très, très... Et même chose, il faut aussi prévoir l'urbanisation, c'est-à-dire des villes où on puisse marcher, où on puisse faire du vélo avec des pistes cyclables, où on puisse avoir accès aux parcs, enfin l'urbanisation soit pensée différemment. Il faut aussi travailler sur les quartiers prioritaires, parce que c'est pareil, l'obésité, c'est un facteur aussi socio-économique, hein, c'est le double fardeau. Qui est le plus touché par l'obésité? C'est les gens qui ont le niveau socio-économique le plus bas. Donc il faut aussi renforcer toutes les politiques en faveur des gens qui ont un niveau socio-économique le plus bas. Là, il faut aussi les aider. Il faut le dépistage, la prise en charge et le suivi. C'est-à-dire, c'est pas du one-shot. Hein, parce que si c'était qu'une action où on va vous proposer une action, non. C'est le dépistage et le maintien. Et sachant que le meilleur traitement de l'obésité, c'est la prévention. Parce qu'on sait, en fait, on sait très bien faire perdre du poids. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui vous proposent des choses. Moi, je peux me dire, professeur Duclos ou grand chantre de l'obésité, je sais pas, surtout si je prends un truc très bizarre, je vous propose de manger un jour un truc vert, le lendemain un truc rouge. Puis si c'est un peu bizarroïde, dans un endroit, un magnifique château avec des pratiques un peu bizarres, je vous promets qu'en 10 jours, vous allez perdre 5 kilos, non, 15 kilos, pas de problème. Je vous fais rien manger, je vous paye très cher. N'importe qui peut faire ça. Par contre, ce qu'on ne sait pas faire, c'est faire maintenir la perte de poids. Parce qu'en fait, maintenant on commence à connaître, la reprise de poids, c'est physiologique. Et il n'y a pas un mécanisme, c'est pas dans la tête des gens. C'est pas des gens qui n'ont pas de volonté. C'est parce qu'il y a des tas de mécanismes physiologiques qui font que c'est au niveau du foie, c'est au niveau du tube digestif, c'est au niveau des muscles, c'est au niveau du tissu adipeux, c'est au niveau du cerveau, qui font que les gens qui ont perdu du poids vont reprendre du poids. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur des gens qui ont fait un régime. Il faut absolument un suivi à très long terme de la prise de poids et informer les gens qu'il n'y a rien de pire que ces campagnes, là, justement, maintenant, avant l'été. Perdez 5 kilos juste pour entrer dans le maillot de bain, parce que quand ils font ça, juste l'été, là, tous les ans l'été, ou avant, je sais pas quoi, moi, avant l'hiver, pas 2 fois par an, le yo-yo, c'est le meilleur moyen de devenir des obèses. Et ce sera le mot de la fin. Merci pour cette brillante conclusion. Merci pour la clarté et la précision de vos réponses. Merci. Merci à tous pour votre participation et surtout pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette vidéo comme d'habitude sur notre site Pourquoi Docteur, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Et je vous donne rendez-vous avec grand plaisir pour de prochaines interviews. Au revoir.